Je suis ravi d'être parmi vous, phrase que vous entendez systématiquement en début de conférence, mais pour le coup c'est vrai, car il est très difficile pour une agence de faire venir des clients. Et du coup, je suis ravi d'avoir à mes côtés Lucille, du groupe Nutrition et Santé. Lucille, je te laisse te présenter. Oui, donc moi aussi je suis ravie d'être là, parce que ça fait 3 ans qu'on collabore et du coup ça me faisait plaisir aussi de participer. Donc moi je travaille chez Nutrition et Santé, pas forcément bien connu de tout le monde, plutôt mieux connu sous le nom de ses marques, donc GRB notamment, Céréales, Germinea, Isostar, pour en citer que quelques-unes. Et donc je suis là en tant que business directeur, donc en fait mon rôle c'est d'aider notamment les filiales à développer toute la partie e-commerce, donc aussi bien en D2C, donc avec leur site propre, et aussi bien sur les marketplaces ou en B2B2C via les retailers ou encore tout le drive et click and mortar qu'on peut avoir dans les différents pays. Et donc le but de cette table ronde est de vous expliquer la manière dont le groupe Nutrition et Santé a réussi à développer une plateforme corps modèle qu'elles vont appeler Usine à Site, capable de centraliser et surtout déployer tous les sites e-commerce de leur marque à l'international. Donc je suis pour ma part Julien Didier, je suis cofondateur et président de l'agence DMI. Donc Nutrition, je te laisse... Alors Nutrition et Santé, c'est un groupe qui a été créé en 1991. C'est la fusion de deux sociétés qui s'appelaient Diététique Santé, qui avait Gerblé, entre autres, et Céréales Wonder Nutrition, qui avait déjà Céréales et Isostar. Donc on travaille essentiellement sur la nutrition avec, on va dire, 3 gros piliers. Donc la nutrition bien-être, donc c'est Gerblé, Céréales. La nutrition végétale, donc c'est soy, végétal, céréales bio, par exemple, vraiment tous les produits à base de plant-based, comme on dit chez nous. Et la nutrition active, donc c'est minceur et sport, donc sport avec Isostar, qui est notre seule marque, on va dire, globale, on retrouve dans tous nos pays. Et la minceur avec les Germinea, Bimanan, Pesoforma, Modifast, Waycare, qui sont des marques vraiment spécifiques à chacun de nos marchés. On a été, alors je ne vais pas dire acheté, donc notre actionnaire unique et maintenant Otsuka, qui est un groupe japonais, 3e groupe pharmaceutique japonais. Et son ambition, c'est vraiment de se développer sur la nutrition saine, d'où l'intérêt pour Nutrition et Santé. Nutrition et Santé en quelques chiffres, donc on fait l'année dernière, on était à 418 millions de chiffre d'affaires, avec bien sûr la plus grosse part réalisée par les marques Gerblé et Céréales. On a 5 filiales aujourd'hui, donc France, Italie, très européen, France, Italie, Espagne, Benelux et Brésil, via le rachat d'une société qui s'appelle Jasmine. On a 11 sites de production, 8 sont en France, 2 en Espagne et en Brésil, donc on est quand même très made in France, parce que pratiquement toute la production européenne, à part l'Espagne, est réalisée en France, et c'est un des combats de la société. Il y a plus de 1700 personnes dans le groupe, dont pratiquement plus de 1000 en France, et on est présent dans plus de 15 pays grâce à l'export. On est présent donc sur différents types de réseaux de distribution, donc e-business, on en parle un peu plus tard, mais aussi tout ce qui est GMS, magasins bio, notamment pour les marques végétales, pharmacie et parapharmacie, notamment pour les marques minceurs, et hors domicile et food service. Juste pour, parce que là tout à l'heure j'ai parlé plus que des 3 piliers, nutrition bien-être, nutrition végétale et nutrition active. Nutrition avancée, c'est vraiment les marques sur de la minceur, mais plus avancée, donc pour les grosses pertes de poids, donc par exemple Médical ou Modifast, qui s'adresse à des gens qui ont des grosses pertes de poids à faire, d'où le côté nutrition avancée. Et autres, ça va être d'autres types de marques qu'on va distribuer, comme Yogi, qui est une marque de thé, peut-être que certains de vous consomment. Donc on sort vraiment de la partie nutrition. En quelques mots, le partenariat avec Nutrition et Santé date depuis 2019. Nous les avons accompagnés sur plusieurs sujets, donc la partie conseil, la partie design UX UI, la partie développement technique, et nous leur avons donc mis en place toute la plateforme d'usine à site, ainsi que le PIM, Product Information Management, en but de centraliser l'intégralité du catalogue de produits. Et depuis, nous déployons ensemble les rollouts des différentes marques et différents pays, et effectuons la maintenance applicative de la plateforme. Un peu d'explications sur D&D. Donc, nous sommes une agence indépendante que j'ai cofondée en 2004 avec mon frère Christophe, et nous ne faisons ni sous-traitance ni offshore, très important, et c'est assez rare dans le milieu. Nous avons une agence de production basée à Paris, Montpellier, Lille et Nantes, agence de prod, je précise, avec au total 85 collaborateurs, et nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs dans des domaines très variés, le luxe, la grande distribution, le retail, l'industrie, afin de les accompagner sur le e-commerce en B2C, B2B,
et nous les accompagnons dans la mise en place de solutions complémentaires, typiquement la marketplace, une solution de PIM, de CRM, Marketing Automation, PWA, parce qu'ils ont des vraies problématiques mobiles. Et d'un point de vue expertise interne, nous avons donc la partie conseil, la partie design UX UI, bien sûr des équipes techniques de développement et toute la partie performance. Donc à la fois performance technique, mais également business. Et nous proposons un certain nombre de solutions complémentaires. Donc, vous avez des solutions core, donc Magento, Adobe, Oro, etc., pour vraiment accompagner les clients au démarrage et après, en fonction des besoins. Lorsqu'ils souhaitent se développer, lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de maturité, nous leur proposons des solutions complémentaires en fonction de leurs besoins, qu'il s'agisse de personnalisation, d'expérience, de paiement, d'hébergement et de performance. Donc, ces acteurs sont aujourd'hui des partenaires, nous les identifions. Nous testons les solutions, nous identifions les bonnes solutions en fonction de votre degré de maturité et après nous vous les proposons afin de permettre de développer votre activité. À découvrir dans ce talk. Donc, qu'est-ce que le D2C? Je vais en parler un petit peu après. On va parler bien sûr du corps modèle. Le but de lancer une plateforme de corps modèle, comment Nutrition et Santé a initié ce projet, quels sont les pièges à éviter et bien sûr les bénéfices à en tirer. Digital to consumer, tout simplement la possibilité pour une entreprise ayant une marque de pouvoir lancer son site en direct en se passant d'intermédiaire et de pouvoir promouvoir la marque de sa société. Donc, quel but? Bien sûr de valoriser son image, de la maîtriser et surtout de pouvoir créer davantage de liens avec ses clients en identifiant bien sûr leurs habitudes d'achat et pouvoir en proposer davantage de produits et surtout des offres spécifiques et bien sûr une stratégie marketing ciblée. Donc clairement, le digital to consumer est pour nous quelque chose qui est très identifié en interne. On le pousse de plus en plus, tout simplement parce que les marques souhaitent valoriser davantage leur histoire, leurs produits et c'est à travers la mise en place de plateformes de ce type que l'on y arrive. Et derrière, bien sûr, lorsque vous êtes un groupe, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place le fameux corps modèle ou usine à site. Qu'est-ce que le corps modèle et usine à site? C'est tout simplement la possibilité de centraliser l'ensemble des solutions digitales que vous avez afin de les harmoniser et surtout d'industrialiser leur développement. Attention, l'usine à site est différent du multisite. Le multisite, typiquement, vous avez un site en France, un site en Allemagne, un site en Espagne, etc. Vous souhaitez le gérer au sein d'un seul et même back-office, c'est un multisite. L'usine à site, c'est vraiment un modèle qui est différent, qui vous permet de centraliser, de créer un principe de corps modèle, un principe de squelette qui vous sert de base pour l'ensemble des sites que vous allez déployer et maîtriser après derrière. Donc il y a une vraie logique d'optimisation des coûts, pouvoir développer beaucoup plus rapidement les nouvelles plateformes de D2C que vous allez mettre à disposition de vos clients, mais également des solutions digitales quelles qu'elles soient, de réduire bien sûr le time to market et évidemment de gagner en autonomie. Dans quel cas utiliser le principe d'usine à site? En fait, plusieurs cas de figure. Vous êtes typiquement comme Nutrition et Santé, un groupe multimarque, vous souhaitez rationaliser, optimiser, vous utilisez une plateforme d'usine à site. Mais vous êtes également un multi-pays, c'est aussi un modèle. En imaginant avoir une structure socle commune entre les différents pays, vous utilisez un principe d'usine à site. Comme je le disais précédemment, c'est générer un squelette qui sert de site de référence, donc on parle vraiment d'expérience, on parle de fonctionnalités, de besoins, d'attentes clients qui servent de référence pour l'ensemble des sites et après vous venez automatiser et déployer l'ensemble des sites que vous souhaitez sur cette base commune. L'avantage, bien sûr, est de mutualiser les moyens, qu'il s'agisse de design, UX, UI, de technologie, de tous les moyens de production, le hosting, le monitoring, tout ça est géré dans cette plateforme de référence qui vient piloter l'ensemble des autres marques derrière. Et après, vous avez la possibilité de maîtriser davantage la gouvernance des contenus que vous allez publier, d'harmoniser les pratiques aussi de mise en production, de développement, de gestion, d'opération marketing, et aussi bien sûr gérer les différents catalogues des différentes boutiques en fonction des attentes de vos clients, des attentes des pays, des attentes des marques, et bien sûr la logique finale est aussi de pouvoir initier de coûts individuels de sites qui sont beaucoup plus intéressants que en le faisant indépendamment les uns après les autres. Côté contextualisation, je vais te laisser la parole. Ouais. Du coup, il y avait une forte ambition du groupe de développer la partie digitale et la partie e-commerce. Bien sûr, il y avait la partie D2C qui était quasi inexistante. Il y a eu quelques initiatives locales, notamment au Benelux, mais c'était encore tout frais. Et en plus, je pense que c'était au bon moment avec la crise qui nous attendait, donc on était pile au bon moment. Et en plus, c'était le moyen aussi de nous reconnecter, de reconnecter les marques et nos clients, parce que c'est vrai que via les réseaux classiques,
On avait très peu d'infos sur nos consommateurs, ce qu'ils achetaient, les fréquences d'achat, etc. Et le D2C était un moyen d'avoir toutes ces infos-là, puisqu'on est vraiment, encore aujourd'hui, c'est très compliqué, très cher d'avoir ce type d'informations avec nos distributeurs classiques. Donc c'était un bon moyen d'avoir accès à cette data. C'était aussi un bon moyen pour nous de regrouper donc, les sites existants, puisque le Benelux et l'Italie, mais qui est un cas un peu à part, avaient développé des initiatives locales sur lesquelles, on va dire, le groupe avait très peu de visibilité, parce qu'il faut quand même aussi rajouter un élément de contexte, et qu'il y a encore 3-4 ans, les filiales étaient quand même très autonomes, et du coup, il y avait vraiment une volonté de créer plus un groupe et de travailler tous ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas. Et bien sûr, il y avait tout un aspect, on va dire, plus économique, en mutualisant les coûts et en optimisant les développements, puisqu'on disait que grâce au corps modèle, quand on développe une fonctionnalité pour une marque, on peut la déployer sur toutes les marques. Donc c'était aussi tout l'intérêt de partir sur ce type de modèle. Les étapes du projet, déjà c'est de faire un état des lieux de l'existant. Donc comme je disais, c'était se rendre compte qu'au Benelux, on avait déjà 3 marques qui étaient sous le D2C. On n'avait pratiquement pas de retour, si ce n'est le chiffre d'affaires qui était réalisé. En Italie, il y avait un site multimarque qui s'appelle NutriShopping, qui est toujours existant, qui sera traité à part par la suite parce que ce n'est pas du tout le même modèle. On a fait le tour des marques qu'on souhaitait développer en D2C et on s'est rendu compte qu'avec les sites multilingues, ça nous faisait 11 sites à mettre en prod. Donc suite à ça, on a lancé un appel d'offres aussi bien sur la partie intégrateur et agence web, mais aussi sur la partie PIM, puisqu'on n'avait pas non plus cette partie-là dans le groupe. Et c'était l'occasion de lancer le projet. Donc on a à peu près 7 agences, 5 agences côté agence web et 2 côté PIM. Puis une fois que la solution a été choisie, un kick-off a été réalisé. Donc avec les équipes de Julien, mais aussi les équipes globales et locales de notre côté, c'est-à-dire la partie IT chez nous et la partie digitale, mais aussi les parties métiers des pays, donc le Benelux, l'Italie, l'Espagne. C'était important pour nous de les embarquer dès le départ, parce que des choix ont été faits à ce moment-là sur les priorités, les marques à développer en premier, etc. Et c'était important de les avoir là, et vous verrez qu'au long du projet, c'est difficile de faire adhérer les pays et les marques à ce genre de projet. Puis ensuite, ça va être, on va dire, des étapes plus classiques, donc la roadmap, et puis définir les différents types d'ateliers à mettre en place avec les bonnes personnes. À quoi ressemble en fait l'organisation du site Nutrition et Santé? Je vous en montre très simplement. D'un point de vue schéma, le corps modèle se situe à 7 endroits. Donc, au niveau du groupe, on a créé une plateforme maître qui a un certain nombre de fonctionnalités et sur lesquelles on a travaillé l'user experience de la plateforme. On a recueilli un certain nombre de besoins, on a défini cette plateforme corps modèle à ce niveau-là, et après il y a eu un premier niveau de différenciation au niveau des marques. Et donc de là à germer les sites Germinea, Isostar, Webcam, Boniface, Lumana et bien d'autres. C'était donc le premier niveau de différenciation qui se situe au niveau de la charte graphique, bien évidemment, qu'il a fallu appliquer sur le principe de corps modèle. Et après le deuxième niveau de différenciation, où là, en fonction des pays, en fonction des marques, certains pays ont eu leur propre plateforme avec les contenus qui allaient bien, les traductions qui allaient bien, et en fonction des marques, vous pouvez voir que les pays étaient différents. Donc, tout ça aujourd'hui est leur modèle de référence qui leur permet, au besoin, de déployer une nouvelle marque dans un nouveau pays. Au final, 2 phases majeures de réalisation. On l'a fait en 2 lots. Le premier étant le PIM. Ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, si vous avez un PIM ou si vous prévoyez d'en avoir, il est extrêmement important de commencer par cette partie-là lors d'un replatforming, quel qu'il soit, corps modèle ou refonte de site e-commerce, tout simplement pour gérer toute la partie catalogue produit. Donc on s'est appuyé sur une solution qui s'appelle Akeneo, qui est une solution française que je recommande très fortement, qui est donc un Product Information Management. Vous collectez de la donnée produit, qui peut venir de l'ERP, de fichiers Excel, de différents supports. Vous l'intégrez dans Akeneo, vous venez l'enrichir, vous venez le traduire, vous venez agréger des services tiers qui viennent enrichir à leur tour, compléter, rajouter des définitions, et après vous venez le publier sur un site e-commerce, sur une tablette vendeur, sur une tablette pour une application commerciale par exemple. Voilà, c'est vraiment le principe du PIM. Donc on a commencé par ce lot-là, on a travaillé avec les équipes nutrition sur cette partie-là, et dans un deuxième temps, nous avons effectivement réalisé le e-commerce core model avec donc la mise en place du socle technologique et donc
Adobe, qui s'appelait Magento à l'époque, donc Adobe Commerce, qui a la force de pouvoir gérer aussi bien le multisite que le principe de corps modèle. C'est vraiment une solution de référence en la matière. Et derrière, on a travaillé donc, sur la partie UX du corps modèle, qui servait de structure de référence en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur pour l'ensemble des marques. On a rajouté la couche graphique, donc le design UI de chaque marque, puis après on a développé et bien sûr connecté le tout au système d'information. Ça s'est fait globalement en 7 étapes. La première étant donc les fameux ateliers PIM qui nous permettent de pouvoir gérer la partie catalogue, gérer les flux de données en entrée et en sortie, et de pouvoir gérer également les médias. Donc tout ça dans une logique de pouvoir définir le fameux modèle de données du projet qui va nous servir de référence et qu'on vient intégrer après au système d'information cible. La deuxième étape était donc les fameux ateliers e-commerce. On a travaillé main dans la main avec les équipes de l'ensemble des pays, avec les équipes nutrition et santé, donc c'était assez compliqué. En attendant, c'était très intéressant parce qu'on a pu collecter à la fois les besoins identifiés au niveau des marques, mais également au niveau des pays, avec leurs spécificités, afin de définir à partir de notre proposition initiale tout le fonctionnel d'Adobe Commerce, toutes les attentes finalement des pays et tout ce que l'on pouvait intégrer dans la plateforme. De là, on a également fait un certain nombre d'ateliers autour de la problématique des clients, savoir comment ils souhaitaient gérer ça en interne. Bien sûr, on a défini aussi une stratégie avec des animations commerciales au niveau des marques, au niveau des pays qui étaient encore différentes. Et un point important, le SEO et l'analytics qui est loin d'être anodin, surtout lorsque vous avez plusieurs sites avec le risque d'avoir du duplicate content qui peut fortement vous affecter. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante à faire en amont pour éviter les écueils a posteriori. De là, on a défini toutes les fonctionnalités spécifiques à réaliser au niveau du corps modèle, mais également au niveau des pays. Même si vous le verrez en fin de présentation, c'est quelque chose qu'on déconseille au maximum, mais dans un certain cas et dans certaines mesures, on est obligé de le faire. Et bien sûr, les fameux flux de données avec les équipes SI du groupe Nutrition et Santé afin de définir globalement quelles sont les données qui vont rentrer et qui vont sortir de cette plateforme. Et de là, nous avons rédigé donc les spécifications générales et détaillées du projet qui va servir de socle et de colonne vertébrale au projet. Troisième étape, le design UX. Design UX, User Experience, c'est justement la maquette filaire de votre plateforme qui vous permet de définir le zoning, toutes les interactions, les fonctionnalités qui vont se mettre en place sur la plateforme. Donc là, nous avons réalisé un certain nombre de maquettes, donc en priorisant bien sûr les pages essentielles, donc homepage, page produit, catégorie, CMS, panier, etc. Tout simplement pour faire une ossature de référence et qui va vraiment utiliser les meilleures pratiques du e-commerce. Ces maquettes-là vont servir pour l'ensemble des marques, l'ensemble des pays, l'ensemble des sites, donc il est vraiment extrêmement important de bien les aménager pour qu'elles soient optimales et surtout elles ne viennent pas desservir une marque plus que l'autre. Donc c'est ces fameuses maquettes UX qui nous servent de référence pour après faire l'étape 4 qui est donc le design UI, la partie charte graphique. Nous sommes appuyés sur la charte graphique de chaque marque afin d'intégrer le style esthétique de chaque entité, de pouvoir leur donner les codes couleurs, les typos, faire quelques ajustements. Forcément, certaines marques voulaient des choses un petit peu différentes, donc on a travaillé intelligemment et de là, nous avons réalisé donc l'ensemble des maquettes. Pareil, homepage, page produit, les pages principales du site pour faire les fameuses maquettes UI qui se basent majorité sur les maquettes UX que nous avons réalisées à l'étape précédente. Étape 5, on lance les devs. Globalement, on met en place la plateforme e-commerce, on fait tous les setups nécessaires pour initier le démarrage. Nous réalisons tous les développements front et back qui vont avoir un impact au niveau du corps modèle, puis après au niveau des sites marques. Et nous connectons le tout au système d'information et au fameux PIM que nous avions finalisé en amont pour avoir un site quasi opérationnel. Une étape importante, l'enrichissement, on ne l'oublie pas. Bien sûr, nous avons défini, et là ça n'a pas été forcément facile au départ, mais toute la partie configuration et gestion des droits au back-office, parce que essentiel, si vous voulez avoir une plateforme centrale qui vient gérer et piloter l'ensemble des plateformes, nous devons gérer, compartimenter en fonction des marques, en fonction des pays, en fonction des services, afin que chacun puisse avoir accès à un certain niveau de sa plateforme, vienne contribuer aux besoins, et surtout, ne vienne pas interagir avec des plateformes qui ne sont pas associées à leur service ou à leur pays ou à leur marque. Nous avons intégré l'ensemble des contenus, donc c'est l'avantage d'avoir des plateformes avec une gestion de droit où là où nous pouvons permettre à chacun d'enrichir en fonction de son besoin, en fonction de son niveau, que ce soit des équipes marketing, des équipes de traduction. Donc chacun a pu intervenir à son niveau pour enrichir la plateforme.
Et de là, nous avons terminé la mise en place de toutes les traductions des pays en fonction, bien sûr, de chaque marque et de chaque pays dans lesquels les marques nutrition et santé sont implantées. Dernière étape, la fameuse étape des tests. Étape qui, lors de la phase de réalisation d'un projet, nous le savons tous, est souvent écourtée à la demande du client pour respecter le planning et les délais de mise en production. Faites plaisir à votre agence et faites-vous plaisir à vous-même. Ne lésinez pas sur cette étape qui est très très importante. En plus, nous avons une étape préalable de présentation à l'ensemble des équipes. Donc on a dû présenter en amont, en interne, la plateforme corps modèle, mais aussi les plateformes de marque à l'ensemble des marques, afin qu'elles puissent adhérer au projet. Et là, nous avons préparé avec elles un plan de mise en production, réaliser des tests de montée en charge qui ne sont pas anodins lorsque vous réalisez une plateforme corps modèle, qui est donc une plateforme assez structurante, assez lourde potentiellement, pour s'assurer que lorsque vous faites venir du public, vous n'allez pas avoir une plateforme qui va ralentir. Le test de montée en charge, c'est simplement simuler, pendant que la plateforme n'est pas en production, un certain nombre de trafics pour voir s'il n'y a pas de ralentissement ou d'un certain nombre de visiteurs. Et cette étape-là est fortement recommandée, même sur une plateforme e-commerce classique ou même un site institutionnel classique. Dès lors que vous êtes sujet à avoir des pics de charge, clairement, faites un test de montée en charge au préalable. Et après, derrière, bien sûr, faire les ajustements nécessaires, car on n'est pas à l'abri d'avoir quelques ralentissements à certains endroits, au niveau du tunnel, lorsque vous rajoutez trop de produits au panier. Typiquement, vous avez des ajustements à faire, ce que l'on fait en amont de la mise en production, qui est validée peu de temps après par les équipes de nutrition et santé. Étape également très très importante, c'est l'accompagnement au changement. Et Lucille pourra en parler un petit peu dans les bénéfices de faire cette étape-là. Nous y avons fortement travaillé, car on avait compris, notamment par les équipes nutrition, que c'était important que les équipes des pays puissent adhérer au projet, et nous leur avons réalisé un certain nombre de modules de formation qui leur permet à tout instant de pouvoir être formés et comprendre comment manager et gérer cette plateforme. Des guides également de contribution, savoir comment ils vont enrichir les plateformes, comment les mettre à jour, les faire évoluer, les faire vivre, et également des vidéos de formation pour qu'ils puissent s'assurer du fonctionnement de chaque fonctionnalité. Donc ça a été un gros travail, mais c'est vraiment important de leur mettre à disposition tous ces éléments pour qu'ils puissent vraiment adhérer et surtout bien appréhender la plateforme. Bien sûr, les étapes de mise en ligne est extrêmement sensible. Donc forcément, toujours des petits reports, un coup c'est à cause de l'agence, un coup c'est à cause du client. Globalement, c'est toujours bien entendu là-dessus. Non, jamais, c'est jamais à cause du client. Et là, typiquement, plusieurs lots extrêmement importants niveau strat côté nutrition et santé, avec en fonction des marques et des pays, un certain nombre de mises en production. Donc forcément, on a commencé avec 2, puis après on a commencé à accélérer. Et là, l'idée, c'est qu'ils sont de plus en plus autonomes sur la mise en ligne de nouvelles marques et nouveaux pays. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a pu, même en parallèle du développement des différents sites et surtout des mises en ligne des différents sites, puis même intégrer une nouvelle marque qui n'avait pas de plateforme, qui n'avait pas de B2C, qui n'avait rien du tout. Qui n'existait pas. Exactement, qui n'existait tout simplement pas. Et on a pu intégrer ça au plan de mise en production en se basant sur le principe de corps modèle. On a ajouté le style, le design. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments de charte graphique à l'époque, mais on a pu créer cette nouvelle plateforme en quelques semaines à peu près. Par contre, bien sûr, on a quelques écueils dans tout ça. Il faut pouvoir les partager à nos amis. Donc, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées tout au long de ce projet? Éviter le spécifique. Oui. En effet, ce que disait tout à l'heure Julien, c'est que dans le principe de corps modèle, l'idée c'est d'être le plus proche de ce corps modèle, quelles que soient les marques. Que le problème qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on a un pays, une marque. Donc, chacun avec des idératas, des envies particulières. Donc il y a certaines spécificités qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, au Benelux, on avait des problématiques qui étaient liées à leurs logisticiens et avec lesquels on ne pouvait pas faire autrement. Donc il a fallu ajouter des champs en plus, par exemple, dans le panier. Il a fallu créer des flux supplémentaires, alors que ce n'était pas du tout le cas au début. Et au-delà, en plus d'avoir ces spécificités techniques, il y a aussi la complexité de la relation avec le logisticien. Parce que du coup, il y a le pays qui est en intermédiaire, donc il faut faire. Donc c'est pas évident de gérer ça. Ce qui fait perdre du temps, vraiment les délais, parce que les équipes en face ne sont pas toujours compréhensibles, faut bien l'avouer. On a des coûts supplémentaires, parce que voilà, c'était des frais qui n'étaient pas prévus à la base. On a des coûts de maintenance aussi qui sont plus élevés, parce que du coup, il y a des taux de flux à gérer, il y a d'autres choses à maintenir qui n'étaient pas prévues.
On a de la création de la dette technique. Je te laisse un peu m'aider parce que c'est jamais. Concrètement, la dette technique, c'est quoi? C'est que si vous ne pensez pas à faire des montées en version de vos plateformes, des solutions que vous venez utiliser, que vous attendez, vous les reportez parce que vous préférez être en production de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles features, de nouveaux outils marketing qui sont prioritaires dans vos plans de développement et de business, vous créez une dette technique, c'est-à-dire que vous avez une plateforme qui n'est pas tenue à jour, et là, lorsque vous rajoutez du spécifique, typiquement, lorsque vous allez faire une montée en version au bout d'un moment, lorsque vous aurez le budget pour mettre en production une nouvelle version de la plateforme, vous devez revenir en arrière, vous devez à la fois faire la montée en version de votre solution e-commerce, la montée en version de toutes les solutions qui gravitent autour. Vous devez également mettre et adapter tous les développements spécifiques qui ont été faits entre-temps. Donc du coup, ça rallonge les délais de réalisation de ces fameuses montées en version. Et ça a un impact évidemment sur votre business parce que du coup, ce chantier-là est prioritaire par rapport à d'autres. Donc vraiment, éviter le spécifique, de manière générale, ça c'est clair, mais encore plus dans le cas d'un corps modèle. Et en plus, le dernier point, c'est que ça peut fragiliser la plateforme et c'est vrai que ça peut générer des régressions, ça peut avoir des conséquences sur les autres sites alors que ça ne devrait pas l'être. Donc vraiment, essayer de minimiser au maximum. De plus, pour éviter ça, on essaie vraiment de faire en sorte que les besoins d'un marché servent à tout le monde. C'est-à-dire, on va avoir un marché qui va venir me dire « moi j'ai besoin d'une telle fonctionnalité ». Ok, pourquoi pas, on va voir si ça peut servir tous les autres pays. Si ça sert les autres pays, ça rentre dans le plan d'évolution. Sinon, on le met en stand-by et ça va dépendre aussi, ce genre de décision va dépendre de quel pays, de quel marché nous demande. Si c'est un tout petit marché qui fait très peu de chiffre d'affaires, la demande sera moins prise en compte que si c'est le pays comme le Benelux qui a plus de la moitié des sites pour eux. Donc là, on va dire leur demande va être un peu plus considérée. Donc il faut vraiment prendre tout ça en charge, en compte. Conduite du changement. Ouais, donc ça c'est le plus gros. Et même après 2 ans et demi, aujourd'hui c'est toujours le cas. Il faut aider à faire comprendre. Déjà, il faut faire accepter le changement de modèle. Comme je vous disais, le Benelux avait dans son coin réalisé ses sites. En fait, ils ne les avaient pas réalisés. Ils travaillaient avec un partenaire qui réalisait tout pour eux. Donc, ils avaient complètement délégué la totalité du D2C. Juste, ils vendaient les stocks et c'est le partenaire qui gérait. Donc, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils savaient juste combien ils retiraient de chiffre d'affaires, mais ils n'avaient pas de données consommateurs. Ils avaient des coûts de développement qui étaient ahurissants parce que dès qu'il y avait une problématique, il fallait développer. Ils ne voyaient pas du tout quel était le trafic, les chiffres. Enfin, ils faisaient confiance un peu les yeux fermés. Et ils se sont rendus compte aujourd'hui que ça n'avait pas forcément que des avantages et ils les dupaient un petit peu. Mais ça n'a pas été évident à faire accepter. Ensuite, il faut vraiment accompagner les marques dans la prise en main du back-office. Magento 2, c'était une découverte pour eux, parce que dans tous ces pays-là, n'ont jamais géré le D2C. Ils disent qu'ils font le D2C, mais en fait, pas du tout. Ils ont une agence qui s'en occupe. Là, il fallait mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Donc, savoir utiliser back-office, gérer soi-même le web marketing, mettre à jour la plateforme, etc. Et ça, c'est un travail de longue haleine, d'où l'intérêt d'avoir des guides de contribution qu'on met à jour régulièrement. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on met à jour et réaliser des vidéos parce qu'ils ne lisent plus. Ils regardent la vidéo et en fonction de la vidéo, ils vont faire. Et encore, ça se fait de plus en plus, mais au début, c'était plutôt « j'arrive pas à faire ça, tu peux me le faire ». Donc il y avait toujours cette espèce de réflexe agence, je t'appelle et tu fais pour moi. Et ça, au début, on fait parce qu'on veut que ça avance, mais l'idée, c'était de les rendre plus autonomes, et du coup, on est rentré un peu dans ce modèle qui n'est pas très simple, surtout pour nous. Donc on essaie vraiment de les rendre plus autonomes, et ça, je vous conseille de le faire dès le départ le plus vite possible. Et donc, impliquer les parties prenantes le plus en amont, c'est tout le temps ce qu'on a fait, en les mettant directement dans les kick-offs. Et malgré tout, même si des décisions avaient été prises, des priorités avaient été faites, notamment on s'était dit c'était Germinea et Isostar France en premier, autant vous dire qu'on a les autres pays qui nous sont vite tombés dessus en disant pourquoi c'est pas moi, c'est ce qui avait été décidé il y a 30 ans. Donc ne pas hésiter à rappeler aussi tout ça, et d'où l'importance de tout le temps les mettre dans les grosses prises de décision. Les bénéfices, un des premiers, ce que disait tout à l'heure Julien, c'est la rapidité de déploiement. Donc, pendant qu'on déployait nos 11 sites en début d'année, en 2021, donc, le Benelux nous a dit « on a une nouvelle marque qui sort en juillet, il nous faut un site ». Ok. Donc nouvelle marque, nouveau nom de domaine, etc. Donc on a vu avec l'avantage qu'on a eu, c'est que c'était les mêmes logisticiens, etc. Donc on n'avait pas de nouveaux flux à développer. Cela dit, on a quand même mis que 4 mois pour sortir un autre site e-commerce. Donc
complètement de zéro. Ouais, de zéro et qui fonctionnait très bien au mois de juillet. On avait une deadline en juillet et on a mis moins de 4 mois, sachant que les équipes marketing aussi côté BNL ont travaillé pour fournir un maximum d'éléments sur des contenus visuels et des contenus tout court. Mais la boîte était rapidement créée, donc ça c'est quand même génial. Et dès qu'on veut rajouter une langue sur une marque, ça peut se faire en quelques semaines, c'est assez rapide et ça c'est quand même un super avantage. L'autre point pour nous aussi qui était bien, c'est que ce sont des sites qui sont mobile first, donc nous c'était clé parce qu'on a plus malgré nos populations pas forcément très jeunes dans nos utilisations de produits, on a plus de 70% de nos consommateurs, quelles que soient les marques, quels que soient les pays, qui sont sur mobile. Donc il fallait vraiment qu'on puisse leur proposer cette expérience-là. Et en plus, ça nous permettait du coup d'avoir une meilleure connaissance du business local, parce que comme je le disais avant, on n'avait aucune info et en plus c'était géré par des partenaires externes. Donc ça nous a permis aussi de comparer les utilisateurs, notamment sur une marque comme Isostar, qui est notre seule marque vraiment globale. Après on a Germania qu'on a aussi en Belgique et en France, mais bon, c'est assez proche. Et du coup, ça nous a permis de comparer et de voir quels produits fonctionnaient, comment elles s'étaient consommées en fonction de différents marchés. Oui, une UX poussée, donc liée vraiment au corps modèle. Donc là, c'est quand même pas été le plus simple parce que chaque pays veut essayer d'avoir sa spécificité. Donc il a fallu s'accorder tous ensemble pour être sûr que le modèle correspondait à toutes les marques. Même s'il faut faire quelques ajustements, des petits ronds partis, des choses parallèles pour histoire de donner un peu de personnalité et de retrouver l'esprit de chaque marque. Mais de façon globale, ça s'est quand même plutôt bien passé. On retrouve le corps modèle partout. Et en plus, à chaque fois qu'on a une optimisation, donc développement d'une nouvelle fonctionnalité, ça sert aux autres pays. Donc quand on crée par exemple un bundle, donc la possibilité de vendre plusieurs produits dans un groupe de produits, hop, on la déploie sur tous les sites. Et donc ça, c'est un vrai gain de temps et d'argent. Je pense qu'il est intéressant, c'est que comme on travaille main dans la main sur cette partie-là, dès qu'on identifie, nous, côté agence, côté conseil, des besoins, des pratiques qui évoluent, on en fait part aux équipes nutrition et santé qui analysent ce besoin, qui analysent ces nouvelles possibilités, ces nouveaux habitudes d'achat, et on va leur proposer justement d'améliorer l'expérience. Et derrière, une fois que c'est réalisé au niveau du corps modèle, on vient l'appliquer à l'ensemble des marques et chacun peut en bénéficier. Et ça, il y a une véritable avancée systématique de l'ensemble des marques du groupe qui peuvent en bénéficier derrière. Et juste pour ajouter, donc quand on a une nouvelle fonctionnalité, donc on se la valide entre nous, avant de déployer quoi que ce soit, on demande, avec une DID, on fait un atelier, alors souvent c'est avec la partie chef de projet, pour voir est-ce que c'est ça va être facilement en place, est-ce que c'est compliqué techniquement, est-ce qu'il faut développer des flux, avant de prendre une décision définitive et de la valider auprès des pays. Parce qu'on l'a eu fait, on a fait des erreurs de dire ok, pas de problème, on le met en place, et après de voir avec Denis, attends, ça c'est ou trop compliqué, ou trop cher, ou trop de temps, ou ça va vraiment péter le corps modèle. Donc maintenant, on fait en amont vraiment ces ateliers-là pour valider avec eux, et après on en parle avec les pays. On parle d'économie de coût ou pas? Oui, du coup, limitation du spécifique. Mais maîtrise des coûts de maintenance, ça c'est sûr, parce qu'une seule plateforme qui est bien construite techniquement, donc qui permet vraiment de limiter ces coûts-là. Et aujourd'hui, on peut le dire en toute transparence, on a très peu de TMA par rapport à ce qu'on fait en évolution. Donc bien sûr, ça augmente toujours un peu parce qu'on a de plus en plus de sites et que de plus en plus de fonctionnalités. Mais c'est moins de 40% de notre budget aujourd'hui, donc c'est important de le dire parce que Magento, c'est une grosse plateforme, ça peut faire peur, mais au moins c'est quelque chose de solide, de robuste, et quand c'est bien développé, derrière ça se rentabilise plus vite. Déploiement de nouvelles marques, langue pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment c'est génial, on en parlait encore hier pour déployer Modifast dans une autre langue, et pareil, en 2-3 mois, parce que là c'est juste une autre langue, donc c'est même pas notre domaine, et là ça prend limite moins de 3 mois pour le faire, parce que c'est exactement le même site, c'est juste une langue. Donc rien que pour ça, ça peut permettre d'avoir une réactivité de fou et de gagner plutôt beaucoup d'argent, parce que ça coûte pas cher. C'est pas assez cher alors du coup? Si, okay. Ça suffit largement. Okay. Et bien sûr pour les équipes. Ouais, gain en autonomie, ça c'est dans notre idéal, mais bien sûr. Donc déjà, il y a plus de gestion aléatoire avec les partenaires locaux, donc ça c'est bon, on a réussi à le finaliser. On n'en a pas parlé ici parce que c'est un cas à part, c'est l'Italie qui a un site multimarque qu'on n'a pas pris en compte dans ce projet-là parce que c'était encore quelque chose de différent. Mais pour le Benelux,
ils ont compris enfin le bénéfice et en fait, ils voient vraiment l'intérêt d'avoir leur plateforme à eux et de comprendre tout ce qui s'y passe. Donc il y a plus de transparence voilà, sur la gestion, sur les coûts, sur la gestion des développements, etc. Et une meilleure compréhension du coup, des enjeux business, une meilleure connaissance client puisqu'on a accès à toutes les données, à tout leur comportement. Et aussi, il y a plus de facilité à pouvoir être réactif sur de la mise à jour de la plateforme parce que sinon, les pays passaient toujours par une agence. Alors, même pour mettre un label sur un produit, genre nouveauté, ils appelaient leur agence, non, tu peux mettre ce label-là. Ah oui, non, je peux te le faire que dans 2 jours. Ok, maintenant avec la plateforme, tu le fais toute seule en un quart d'heure, même pas 10 minutes, c'est fait. Donc il y a vraiment et sur le D2C, on sait, il faut être hyper réactif. Donc c'est vraiment hyper important par rapport aux enjeux business, etc. Et du coup, des coûts de plateforme limités, parce qu'il n'y a plus qu'une seule plateforme. Donc c'est vraiment gagnant, et pour les pays et pour nous. Parce que du coup, ça leur permet, aujourd'hui ces coûts maintenant sont pris au global, ça leur permet du coup de dédier des budgets à autre chose et à des choses plus liées au business que à la maintenance technique. Il nous reste une slide sur les prochains challenges pour nutrition et santé. Prochain challenge, maintenant on a une plateforme qui est vraiment solide techniquement. Donc on a développé pas mal de fonctionnalités aussi. Donc on peut dire en termes de e-business, on a tout ce qu'il faut pour développer ça. Maintenant il faut qu'on travaille un peu plus sur l'expérience client. On parle de design et encore aller plus loin sur la partie mobile parce qu'on a encore des petits écueils, donc il faut aller encore plus loin là-dessus pour aider le client à aller vraiment au bout du parcours. Parce que pour l'instant on a pas mal d'utilisateurs qui vont sur mobile pour faire de la visite ou pour regarder ce qu'ils veulent acheter mais qui ne vont pas acheter sur le site, qui retournent sur leur site. On a vraiment besoin de les amener jusqu'au bout. Et ensuite, ça c'est plus de notre côté, il faut qu'on développe des services. Alors, quand on dit service, c'est toujours un peu galvaudé comme mot, mais ça va être par exemple des services de coaching, nous en mettre ce genre de choses en place, ou ça va être des services d'ambassadeurs, des choses qui vont apporter autre chose que juste acheter des produits. Et bien sûr, les contenus. Clé pour nous entre 2022 et 2023. Et bien sûr, un autre point, c'est le dernier des plans d'activation des pays. Parce que pour l'instant, ils ont pris un peu la chose de façon légère, sans trop rester. Mais on n'a pas de plan d'activation vraiment globaux et omnichannel. Et on a un vrai problème avec ça. Donc, il faut qu'ils arrivent à penser comme ça et à ne pas traiter, on va dire, le D2C en silo, ce qui fait pas mal encore aujourd'hui. Donc, c'est aussi notre bataille pour nous cette année et l'année prochaine. Merci à tous. On arrive au bout. Merci beaucoup. On est stand 16. Si vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Bon après-midi.